Bon, il est 18h05. Ce que je vous propose, c'est de démarrer le meet-up. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence en grand nombre. Pour le moment, vous êtes plus de 47 participants connectés de France, de Suisse, d'Allemagne, de Croatie, d'Espagne, de Belgique et j'en passe. Donc, bienvenue à ce premier meet-up de découverte de la méthode Lego Serious Play qui se déroule en visio. C'est une grande première pour nous. D'habitude, on fait expérimenter la méthode les mains dans les briques, et parce que c'est une méthode qui s'expérimente par l'essence. Jean-Christophe pourra en témoigner. Mais bon, cependant, compte tenu du contexte et compte tenu de vos demandes, nous avons décidé donc de répondre à vos demandes en vous proposant ce webinaire d'une heure pour vous vraiment faire découvrir ce qui se cache derrière le mot Lego Serious Play. Et nous vous invitons vraiment à partager votre expérience sur les réseaux sociaux, et on vous indiquera les différents hashtags en cours de présentation. Donc, avant de commencer, on va vous planter un petit peu le décor. On est 4 aujourd'hui à intervenir, essentiellement donc Sandrine, qui est consultante en innovation et gestion du changement avec son entreprise donc S2L Consulting, et qui est à l'origine, elle, du Meetup Lego Serious Play où vous êtes tous inscrits, justement. Donc ensuite, avec moi aussi, qui anime la communauté. Moi, je suis plutôt… je suis designer et facilitateur, un petit peu comme Benjamin aussi, cette partie design UX. Voilà, j'ai une société qui s'appelle Blouson Noir, et j'ai créé le Slack, moi. C'est la plateforme des facilitateurs certifiés à la méthode. Donc voilà, c'est une plateforme uniquement assez effectivement fermée aux facilitateurs qui ont été certifiés à la méthode. Mais voilà, on essaye en tout cas de partager un maximum de choses avec vous, de ce qui se passe justement derrière les briques, qu'on va voir tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va travailler avec deux invités. Nadia Benedetti, qui travaille dans la vidéopédagogie, le game thinking et la facilitation également. Et puis Benjamin Ricci, qui est consultant UX, facilitateur, formateur. Voilà. On reviendra aussi sur les formations à la fin, en vous expliquant, vous donnant aussi des billes sur la suite. Sandrine, tu vas nous parler un petit peu de l'histoire de cette communauté, justement. Oui, alors bon, voilà, pour poser le décor, vraiment, on vous reprend sur cette timeline l'histoire de la communauté Lego Serious Play France. Quand tout a commencé, donc j'ai été formée à la méthode en 2014. J'ai pu aller en 2014 à la convention annuelle des facilitateurs formés à la méthode Lego Serious Play, qui est animée par l'association des Master Trainers tous les ans au Danemark. Et forte de cette présence, j'avais envie de rentrer en France, de donner une vie aussi à une communauté française. Donc, j'ai créé le Meetup Lego Serious Play France en 2015, justement avec cet objectif de fédérer les formateurs, les facilitateurs nouvellement formés, fraîchement formés, et puis surtout d'acculturer, ou en tout cas de permettre à des curieux de tester la méthode, parce que à cette époque, en France, on était vraiment un très petit nombre de facilitateurs à utiliser la méthode, et la grande majorité des managers, des leaders français ne trouvaient pas très sérieux en fait d'utiliser les briques Lego à la place de post-it dans leurs réunions, et seuls quelques courageux vraiment osaient. Donc voilà, ça a été pour moi en 2014 une révélation, parce que je cherchais une technique vraiment différenciante des post-it. Et quand j'ai trouvé la méthode Lego Serious Play, voilà, ça a fait le déclic. Et puis derrière, il y a eu cette volonté d'animer la communauté. Et j'ai fait la connaissance de Sébastien, qui était venu à un des meet-up découvrir la méthode en 2016. Et puis il s'est formé, et en 2019, il a lancé donc le Slack Lego Serious Play France. Aujourd'hui, en 2020, on a 896 membres sur le Meetup. On anime des meet-up pour les curieux, un peu partout en France, et puis des meet-up également pour les facilitateurs formés pour se rencontrer. Et on a innové là pendant le confinement en faisant des meet-up en visio pour les facilitateurs. Et on a quasiment 200 facilitateurs qui nous rejoignent.
Donc, l'objectif aujourd'hui du webinaire, c'est de vous partager la méthode et de faire découvrir ce qui se cache derrière cette méthode. C'est ce qu'on voulait un petit peu par rapport à la manipulation des briques. On était un petit peu frustré de ne pas vous faire manipuler tous les briques. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment essayer d'aller un peu plus loin. Donc, vous expliquer un peu vraiment les coulisses un petit peu de tout ça. Et d'où ces fondamentaux en fait, qui sont mis à la disposition du Lego Group en open source depuis 2018. Donc, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode à l'origine est open source. Tout le monde y a accès. On en reviendra justement là-dessus tout à l'heure et tout au long d'ailleurs de la présentation. Alors Sandrine, pour le challenge, alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, juste pour illustrer en storytelling fournir nos outils de facilitation en Lego Serious Play. On est là pour vous apporter un éclairage sur cette méthode et puis on est là aussi pour vous aider donc dans votre développement pour gravir de nouveaux échelons, acquérir de nouvelles connaissances. Voici le storytelling, le pitch de notre webinaire. Oui, eh bien, notre challenge en fait est vraiment de vous faire percevoir de façon virtuelle la finalité du Lego Serious Play, qui est vraiment de renforcer la confiance individuelle et collective par la collaboration, de créer des liens pour mettre en synergie les équipes et aussi accompagner au désilotage, de permettre aux équipes de parler un langage commun pour développer un sentiment d'appartenance et surtout de donner du courage à chacun de dire et également de faire. Benjamin, tu as construit un modèle. On t'entend pas? Voilà, tout simplement, je t'entendais parler et j'invite les gens à faire la même chose. C'est qu'au fur et à mesure qu'on va vous raconter nos histoires, c'est qu'est-ce que ça m'inspire. Donc voilà, des connexions, la diversité, des briques de couleurs différentes. J'ai pris au hasard dans ce que j'avais. Voilà, je me suis laissé porter. Et puis ça s'imbrique, mais pas de façon conventionnelle. J'ai pas empilé les briques comme on le ferait comme un vrai modèle. Et vous allez bien comprendre en fait que le modèle a son importance parce que c'est une histoire. Top. Merci Benjamin. Merci. Donc aujourd'hui au programme, on va voir plusieurs choses. Donc pendant à peu près 1h15, 1h, 1h15 maximum, on va voir les principes de fonctionnement rapidement là, du webinaire. Ensuite, on va attaquer le vif du sujet avec qu'est-ce qui se passe derrière les briques. Et à la fin, on va essayer de vous guider dans la pratique. Et n'hésitez pas tout le long à poser des questions. On va essayer de les prendre à la fin pour y répondre. Donc, on va essayer de se garder. On va vous raconter, vous passer tout en revue. Et à la fin seulement, on fera les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas dans la fenêtre de conversation de partager. Donc, justement, pour ça, essayez essentiellement, si vous avez des questions, de les poser directement dans la conversation, mais sinon, vous pouvez réagir. Si vous faites des constructions, vous pouvez les poster sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn ou tout autre réseau social que vous voulez d'ailleurs, en mettant les hashtags qui sont là, donc LSP France ou hashtag Lego Serious Play. Et puis, je les mets aussi dans la conversation. Si vous voulez nous citer, mentionner, n'hésitez pas. Vous avez nos comptes Twitter et LinkedIn qui sont mis dans la conversation. Juste à côté. Alors, la conversation, ça se passe ici. Vous avez en bas, alors, petit rappel pour ceux qui ont peut-être fait des meet-up ou qui ont fait des réunions pendant le confinement. Voilà, on va essayer aujourd'hui de se discipliner encore une fois. Donc, les micros coupés, vidéo ou pas, comme vous voulez, si vous voulez diminuer un peu la qualité du flux pour avoir une optimisation de l'image qu'on vous partage. N'oubliez pas donc la conversation qui est en bas de l'écran. Vous pouvez converser, la petite bulle. Vous pouvez aussi réagir, applaudir ou mettre des pouces. Et voilà, l'idée, c'est surtout d'interagir dans la conversation. C'est là où ça se verra, je pense, le plus, parce qu'on ne peut pas avoir les 85 personnes ou 80, je ne sais pas combien on est là, personnes dans l'écran. Donc, je ne sais pas si les réactions se verront, mais voilà, vous pouvez toujours réagir. Si vous souhaitez apparaître ou disparaître, n'oubliez pas de cliquer sur la caméra en bas si vous voulez, parce que le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne voulez pas apparaître dans le flux vidéo, faut déconnecter votre caméra, donc qu'elle soit bien barrée rouge.
bien barré en rouge pour que vous n'apparaissiez pas. Et comme ça, vous pouvez juste écouter ce qui va se raconter. Sandrine, qu'est-ce qui se cache derrière les briques donc, Ah du là là, code? vaste mystère. Eh bien, il se cache. Je te laisse passer sur le slide suivant. Ouais. Merci. Il se cache déjà plusieurs mots, et notamment le premier mot, c'est le mot Lego. Donc, Lego fait penser aux briques, bien sûr. Nous rappelle notre enfance et ce jeu coloré que nous utilisions, peut-être ou pas. Et surtout, les mains plongées dans les briques, en fait, les enfants laissent libre cours à leur imagination. Ils donnent vraiment vie à leurs rêves par les constructions et c'est toute la puissance en fait du Lego système qui se développe. Et puis le Lego nous reconnecte également à notre enfance, à nos premiers apprentissages, à cette époque où nous osions en fait tester, expérimenter quand on était gamin en maternelle. Et grâce au jeu, en fait, on apprenait vraiment les choses avec plaisir. Donc voilà, souvenez-vous lorsque vous jouiez à la dinette, lorsque vous faisiez jouer à faire les courses, la cuisine, voilà, vous faisiez semblant, mais en tout cas, c'est grâce à tous ces jeux que vous vous êtes préparés au futur. Et en fait, vous n'aviez pas l'impression d'apprendre. L'apprentissage était ludique, agréable. Vous étiez vraiment en fait dans un univers sécurisé. Et donc, dans Lego Serious Play, il y a également le Serious Play. Et là, je vais passer la parole à Nadia qui va approfondir le jeu et le sérieux. Mon ambition étant, bonsoir à tout le monde, de vous faire percevoir la puissance du jeu en tant que levier d'apprentissage et aussi pourquoi, en fait, la pertinence du jeu dans les organisations. On peut avancer. Donc déjà, première question, premier mot-clé, play. Qu'est-ce que les jeux? Alors là, j'aimerais bien vous inviter à essayer de définir ce que les jeux, en fait, dans la conversation, mais on perdra du temps. Et ça fait des siècles qu'on essaie de définir les jeux et c'est un vrai casse-tête philosophique. Personne n'y est arrivé jusqu'à présent. Alors, j'ai choisi pour vous deux définitions. Une, c'est la définition historique de Huizinga, qui est un historien spécialisé dans l'histoire culturelle. Les jeux est une action qui se déroule dans certaines limites, des lieux, des temps, des volontés, dans un ordre apparent, suivant des règles librement consenties et hors de la sphère de l'utilité et de la nécessité matérielle. Donc, autant résumer, les jeux prend plaisir à faire un effort absolument inutile, apparemment. Et puis la deuxième définition que j'aime beaucoup, les jeux est la fiction du faire. Je l'aime beaucoup parce que quand on joue, quelque part, on joue pour défaut, mais on joue quand même. Donc, on fait pour défaut, mais on fait quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le cerveau, il n'y a pas de différence entre des perceptions réelles et des perceptions de la simulation. Pour le cerveau, c'est la même chose. Donc, en faisant par défaut, mine de rien, on fait vraiment et on apprend vraiment. Et c'est ça qui est essentiel. Sinon, les jeux, on ne peut pas vraiment les définir. C'est plutôt un concept assimilant sous lesquels on peut identifier certaines caractéristiques courantes. Donc, pour comprendre ce que c'est les jeux, il faut les vivre. Alors, heureusement, la plupart de nous a pu jouer pendant son enfance, mais voilà ce que c'est une expérience ludique. Alors, je ne sais pas si vous avez les sons, moi je ne l'ai pas, mais sachez que ces marches d'escalier ont été transformées en piano. Et dès qu'on marche dessus, en fait, il y a une petite musique qui s'installe. Enfin, en gros, on compose la musique. C'est ça l'expérience ludique, c'est détourner quelque chose de normal dans quelque chose qui, du coup, ça évoque plein de caractéristiques qu'on va voir par la suite. Et ça engendre essentiellement de l'enthousiasme et de l'envie de faire. Et on avance donc sur les slides. Ça, je vous invite à les retrouver en cherchant sur Internet des fan theory. Et là, vous trouverez plusieurs vidéos de situations qui ont été détournées en expérience ludique pour justement en donner envie d'échanger des comportements. Donc, si on avance dans les slides, je vais vous donner une définition, en tout cas, qu'est-ce qui caractérise les jeux d'après les spécialistes de la question, donc la Fondation Lego qui, depuis des décennies, fait de la recherche sur le sujet. Donc, on peut dire que toutes les expériences ludiques ont ces 5 caractéristiques communes. Elles sont joyeuses. Donc, dès qu'on est dans les jeux, on prouve de la joie, de l'enthousiasme. Elles sont itératives. D'ailleurs, cette joie fait qu'on a envie de la réitérer, de refaire la même activité, le même jeu. Et on le refait aussi parce qu'on progresse en le faisant.
C'est des activités significatives qui ont du sens pour ceux qui jouent. C'est pour ça qu'on a envie de les réitérer. Elles sont engageantes, c'est-à-dire que lorsqu'on joue, on est participant à part entière, on est acteur, donc on fait. On ne peut pas jouer en observant. Et donc, en étant engageant, on travaille en fait des compétences qui sont pertinentes pour nous et toutes ces expériences sont interactives. Donc, interactives pour la Fondation de Lego, ça veut dire collaboratives. Plus en général, elles sont interactives dans la mesure où on interagit avec les autres ou avec la réalité. Donc, dès qu'on a ces 5 caractéristiques, on peut dire qu'une expérience est une expérience ludique. Maintenant, grande question. Quelle est donc alors la différence entre play et game? Parce que souvent, on entend parler de serious game, mais là, il s'agit de serious play. Alors, quelle est la différence? Je vais faire court avec un exemple. On est dans les games, donc les jeux, et à l'anglaise game, eux, ils font la différence. Quand il y a des règles, un objectif qui est propre au jeu, la volonté de jouer et cette attitude comme quoi on accepte de faire un effort, même si cet effort est apparemment inutile. Donc ça, c'est ce qui est de l'ordre du game. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus structuré. Dans les plays, on a beaucoup plus de liberté. Et c'est la liberté d'établir les règles au fur et à mesure que les jeux avancent et en fonction aussi de qui joue. Et c'est ça qui est intéressant dans la dimension Lego Serious Play parce que ce n'est pas un jeu sérieux, c'est du serious play. Parce que dans les ateliers Lego Serious Play, les règles se définissent au fur et à mesure qu'on avance. Et l'atelier, vous n'aurez jamais 2 ateliers pareils. Il sera composé en fonction de l'objectif, donc en fonction de quel type de questions on se pose, qui participe. Il y a des éléments qui reviennent, il y a un canevas éventuellement, mais on n'a jamais 2 ateliers pareils. Alors qu'on peut avoir toujours le même jeu Cluedo ou le même escape game, même si les participants changent, l'expérience sera un petit peu différente, mais grosso modo, la structure est toujours pareille. Ça, c'est pour clarifier. Et puis, en avançant, on a compris, donc, j'espère, ce que c'est les plays, la dimension du play. Maintenant, pourquoi sérieux? Parce qu'on va bien au-delà du simple plaisir, il y a une intentionnalité précise. On dit que quand on est dans un jeu, on est dans un cercle magique, c'est à nouveau en termes de Huizinga. Dans les cercles magiques, donc, la réalité des jeux devient plus importante que la réalité extérieure, sauf que dans les jeux sérieux, cette réalité du jeu a un objectif qui appartient au monde extérieur. Et typiquement, c'est un objectif de management ou de formation. Donc, soit diffuser un message, soit dispenser un entraînement, soit permettre l'échange de connaissances. On peut avancer. Pourquoi alors le serious play en entreprise? Donc, de l'expérience ludique avec un objectif de l'ordre des organisations, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est des réalités complexes où les changements s'opèrent presque, voire même au quotidien, et dans lesquels donc, on n'a pas vraiment de visibilité. Donc, si avant, on savait qu'on voulait passer des A à B, et c'était clair qu'on allait vers B, aujourd'hui, on a un B, mais qui n'est pas très défini. Ça peut être B1, B2, B3, on ne sait pas à l'avance. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avancer et au fur et à mesure, voir en fonction de ce qui se passe, ajuster, naviguer à vue, ajuster, et on arrivera à un moment donné à un B, et on ne sait pas à l'avance si c'est B1, B2 et B3. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Lorsqu'on commence un jeu, on ne sait jamais vraiment comment ça se termine, qui va gagner, ou comment, ou peut-être que personne ne gagnera, etc., etc. Donc, les jeux, les serious play en entreprise, là pour le coup, on est proche du serious game aussi, c'est important parce que c'est basé sur des processus complexes et donc ça entraîne vraiment à la gestion de la complexité. D'ailleurs, on avance par exploration, par tentative, et c'est un peu ce qu'on fait aussi dans la recherche. Donc, en entreprise, utiliser les serious play, ça veut dire faire un pas de côté, décaler les choses pour à la fois donc, sortir des habitudes, les schémas mentaux, les habitudes de comportement, les habitudes, les rôles aussi qu'on peut avoir, enlever les enjeux typiques du professionnel tout en ayant un objectif professionnel et faire en sorte donc que par la dynamique, le processus du jeu, on puisse être plus spontané et on puisse donc expérimenter en liberté, ce qui signifie être plus authentique. Donc dévoiler aussi des talents que d'habitude on n'a pas l'occasion de montrer sur les lieux de travail, et puisque c'est des activités interactives et aussi itératives et pertinentes, on entraîne aussi les soft skills, donc la communication, la collaboration, l'esprit critique et la créativité appliquée à la résolution des problèmes. En 3 mots, on apprend à apprendre. Donc, et on peut avancer effectivement. Donc, pourquoi on apprend à apprendre? Parce que dans une dimension ludique, on active toutes les dimensions propres de l'individu, donc à la fois ses connaissances
manifestes ou celles qu'on pense avoir oubliées, les perceptions sensorielles de l'ensemble du corps, donc tout ce qui est corporel, qui va nourrir en fait la perception de la réalité, en plus des connaissances, les émotions, donc les colorations typiques du jeu, de la joie et de l'enthousiasme sert, c'est ce qu'on appelle du hard fan, sert à dépasser l'effort d'apprendre, de faire autrement, mais ça colore aussi ce qui se passe pour ancrer dans la mémoire les apprentissages. Et puis on évoque certes la logique, les verbales, ça on a l'habitude de travail, mais aussi beaucoup l'intuition. Et donc, tout ce qui va avec confiance, esprit critique, créativité, motivation, détermination. Ça, c'est pour la partie individu. Mais on va plus loin parce que les jeux, lorsque c'est des jeux collectifs, ça ravive aussi un ensemble des ressources collectives qui sont très importantes. Souvenez-vous, dans les dimensions ludiques, on a l'interaction, l'engagement, l'itération, le sens et la joie. Et tout ça, ça nous amène donc à travailler l'intelligence systémique, très important en fait pour avoir justement une vraie synergie d'équipe, l'empowerment de l'équipe, donc la vision d'ensemble de ce qui se passe dans l'organisation, dans l'équipe aux différents niveaux, l'intelligence relationnelle, donc savoir communiquer avec clarté en donnant des feedbacks et ainsi de suite, avoir le courage de dire les choses, et l'intelligence collective que je résume à analyser une situation ensemble, définir les solutions possibles et décider laquelle mettre en place. Donc tout ça dans les jeux, si vous y pensez, c'est des choses que vous faites quand vous faites des jeux d'équipe, c'est des choses qui se font relativement spontanément. On peut avancer et je laisse la parole à Sandrine. Merci Niamdia pour ce superbe éclairage. Nourri vraiment de toutes tes connaissances auprès du groupe Lego et de Lego Education. Merci. Eh bien, alors justement, on parle du groupe Lego. Donc, voici les origines de la méthode Lego Serious Play. Donc, tout a démarré au milieu des années 90. Lego était confronté à ce moment-là à l'engouement pour les jeux vidéo. Les briques étaient délaissées par les enfants. Donc, ce contexte a vraiment été l'opportunité pour le groupe d'innover, de repenser sa stratégie d'entreprise. Et le PDG donc, de Lego, qui était un visionnaire, s'est rapproché de l'Institut de Management de Développement de Lausanne, l'IMD, pour faire d'une part évoluer son leadership et rechercher un outil innovant pour mettre en dynamique les réunions de réflexion stratégique. Et ils se sont rendus compte que l'outil innovant pourrait être trouvé dans le système Lego, puisque Lego dit aux enfants de construire leurs rêves. Donc, ils se sont autorisés à construire leur vision stratégique et leur vision future pour l'entreprise. Et après quelques années d'expérimentation au sein du groupe Lego, ils ont donc sorti en 2001 une méthode avec ces kits de matériel. Il y en a aujourd'hui 4 qui sont proposés et vendus en ligne sur le site lego.com. Ils sont vraiment dédiés donc, à l'usage professionnel dans le monde donc, des adultes. Et voilà, Lego Serious Play est vraiment un outil sophistiqué d'animation de groupe permettant d'engager des discussions riches afin d'élaborer des solutions à des défis complexes en entreprise. Et il s'appuie sur le caractère inclusif et participatif du système Lego. En 2010, la méthode a connu quelques itérations et Lego a décidé de le diffuser en open source. Et on va vous mettre à disposition en fait, en fin de webinaire les liens. Vous pourrez télécharger la version open source. Et aujourd'hui, en 2020, donc 10 ans après, eh bien, de par le monde, il y a un grand nombre en fait, d'entreprises qui utilisent cette méthode. Alors, justement, plongeons un peu plus au cœur de cette méthode. Et donc là, on va voir les différentes composantes de la méthode. Je tiens vraiment à souligner que le facilitateur joue un rôle clé pour déverrouiller toutes les composantes de la méthode. Et pourquoi je le souligne ici très fortement? Tout simplement, depuis que j'anime le meet-up Lego Serious Play France, je me suis rendu compte qu'il y avait un grand nombre de facilitateurs, de personnes qui se formaient à la méthode parce que voilà, c'était
ça avait l'air sympa, mais qui allaient en formation sans avoir l'expérience suffisamment de facilitateurs. Et ils étaient confrontés malheureusement un outil qui n'est pas si facile que ça d'utilisation quand on n'est pas facilitateur et qu'on n'a pas l'état d'esprit. Voilà, ils le mettaient de côté, cet outil. Donc, c'est pour ça qu'il fait partie pour moi des composantes de la méthode et il est également souligné dans la version open source de 2010. Dans ces composantes de la méthode, il y a vraiment une composante englobante. C'est la partie externe là, de l'oignon. Donc, c'est l'état d'esprit. Et puis, il y a également des principes, un processus itératif et une multitude d'applications. Donc, sachez que voilà, une fois qu'on a acquis la méthode, eh bien, on peut l'appliquer vraiment à différents sujets pour différentes organisations et entreprises. Donc, on vous donnera quelques exemples après. Si on avance, donc concernant l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit est vraiment quelque chose d'important, comme le soulignait Nadia, qui parlait donc de changer ses habitudes. Je l'ai indiqué ici en Think Out of the Box. Mais tout simplement, c'est avoir un état d'esprit ouvert, un état d'esprit de développement qui s'autorise à sortir de son cadre et de ses habitudes. C'est aussi se dire que le jeu, ce n'est pas que pour les enfants. Il y a même des adultes qui sont fans de Lego. Et c'est aussi se dire que nos mains, elles ont une vraie intelligence et qu'on peut penser avec nos mains. Il y a de magnifiques artistes qui utilisent nos mains et nous aussi, quand on fait de la cuisine, quand on fait du jardinage, on utilise nos mains, on est créatif grâce à nos mains. Et puis, le quatrième point important, c'est qu'au sein d'une organisation, toutes les voix dans une entreprise comptent. Et ça a été vraiment un leitmotiv au niveau du groupe Lego qui voulait écouter en fait toutes les voix des collaborateurs qui étaient sur le terrain et qui étaient extrêmement importantes. Et le groupe Lego continue à écouter d'autres voix qui aujourd'hui sont celles des enfants. Alors, sur le slide suivant, je vous présente en fait le processus itératif. Ce processus itératif, il démarre toujours par une montée en compétences, ce qu'on appelle les skills building. Et tous les ateliers Lego Serious Play commencent par une montée en compétences. C'est extrêmement important pour harmoniser les compétences de tous les participants présents. Et puis, ça va permettre d'apprendre à utiliser les briques, de savoir ce que c'est qu'une métaphore. Et oui, une métaphore, c'est quoi? Tout simplement, en fait, la brique Lego rouge que vous voyez ici, que je vous présente à l'écran, pour moi, ça signifie le mode pompier quand on travaille sur un projet. Mais peut-être que pour Nadia, qui est italienne, ça représenterait la passion. Donc, une brique peut avoir plusieurs significations en fonction de qui nous sommes. Et donc, voilà, on parle de métaphore en Lego. Ce qu'on apprend également dans les skills building, c'est le storytelling. Les skills building représentent une partie importante d'un atelier puisqu'on y passe entre 40 minutes et 1 heure pour faire monter en compétence le groupe. Ensuite, le processus itératif est le suivant. Le facilitateur pose une consigne, il énonce un défi. Ensuite, les participants répondent en construisant leur réponse de façon individuelle avec les briques. Il y a un storytelling individuel qui s'effectue. Tout le monde a le même temps de parole pour que chacun puisse expliquer son modèle. Et il y a une réflexion en fait, qui se met petit à petit en place. Et plus on va poser de questions, plus on va en fait approfondir dans la réflexion. C'est ce qu'on voit au niveau des différentes flèches. Donc, plus l'atelier sera long, plus on ira en profondeur résoudre la problématique et plus les réflexions seront nourries, plus les apprentissages et les solutions seront riches. Il existe des ateliers courts, Lego Serious Play, mais on survole en fait dans un atelier court et on peut très bien aborder la collaboration idéale dans un atelier court. C'est ce qu'il nous est arrivé de faire en fait en mode démo
lors des meet-up pour les curieux. Voilà, on ne pose qu'une seule question et on va donc pas suffisamment loin quand on est vraiment en entreprise. Donc l'intérêt, c'est vraiment de continuer ce processus itératif de questions et d'aller le plus en profondeur possible, donc d'avoir des ateliers. Plus l'atelier est long, plus l'atelier est riche et les solutions aussi. Alors, sur le slide suivant, c'est les principes. Donc, bon, voilà, on l'a déjà vu dans le slide précédent. Le facilitateur pose les questions et les défis. Il y a des temps de construction qui sont contraints, justement pour permettre de mettre, entre guillemets, un peu sous pression et pour concentrer sa créativité. Le modèle construit est la réponse au défi et c'est la réponse de chacun à ce défi. Il n'y a jamais de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes. Chacun est là pour penser avec ses mains et chacun est là pour écouter également avec ses yeux, comme on le voyait sur l'image précédente. Tout le monde participe. Il y a vraiment 100% de participants. Et le rôle du facilitateur, si éventuellement il y avait des participants qui étaient un peu moins présents que les autres, est aussi là pour accompagner et faire en sorte que tout le monde soit présent et participe à 100%. Le storytelling, comme je vous l'ai montré tout à l'heure au début, eh bien, le storytelling, il est vraiment sur les briques, sur les éléments Lego. Il n'est absolument pas sur moi. C'est bien pour ça qu'en fait, voilà, vous voyez bien les briques, vous ne me voyez pas derrière. Je suis bien cachée, je suis bien protégée par les briques. Alors, ensuite, ah oui, les multitudes d'applications. Je ne voyais plus l'écran. Donc, il y a vraiment une multitude d'applications possibles. Ça va en fait de l'application en individuel. Alors, avec un coach, ça va de l'application au sein d'une équipe. Ça va aussi jusqu'à l'application au sein d'une organisation, d'un écosystème. Voilà, à titre d'exemple, en coaching individuel, donc le coach va vous demander de construire un défi et puis il vous questionnera sur votre modèle. Là, on est sur du développement personnel, de la relation à l'autre, travailler sur ses valeurs, ses forces. Au niveau équipe, projet, service, on est sur de la vie d'équipe, sur de l'identité, du fonctionnement, du développement, de la résolution de problèmes, de la résolution de conflits aussi au sein de l'équipe, de l'innovation de produits, de l'innovation de services, de l'innovation managériale. Et puis au sein d'une organisation, d'un écosystème, donc pour les équipes de direction, les écosystèmes, c'est-à-dire les écosystèmes, l'entreprise et ses parties prenantes, là on est plus là pour faire émerger une vision, repenser un business model, développer une nouvelle stratégie, la tester. Et voilà, vous voyez que les constructions avec les Lego sont un peu différentes en fait en fonction du type d'atelier et du profil des participants qui utilisent les briques. Et donc là, je passe la main à Benjamin qui va vous raconter ce que c'est qu'un facilitateur. Voilà, donc rebonjour à tous. Alors, comment expliquer le rôle du facilitateur en moins de 3 minutes? Donc, j'ai choisi une métaphore. Si vous allez sur le net, vous cherchez facilitateur, vous allez sûrement trouver des choses qui vont être approchantes sur le pilote qui va embarquer des gens et amener à bon port. Donc, moi, j'ai choisi une autre métaphore, celle de la montagne, parce que ça me tient à cœur surtout, mais surtout elle est très parlante. Donc, pour moi, le facilitateur, c'est un Sherpa. La mission numéro 1, à mon sens, du facilitateur, c'est de créer une dynamique collective qui va permettre d'atteindre l'objectif. Bon, bah là, l'objectif, il est simple, c'est aller au sommet de l'Everest. Mais effectivement, il y a des jalons, puisqu'en fait, il y a un camp 1, un camp 2, un camp 3, un camp 4. Et le Sherpa, au début, c'était un peuple qui habitait en fait proche de cette montagne. Puis, vu le succès qu'elle a eu après la découverte et la première ascension d'Hilary, du coup, ils sont devenus porteurs. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus porteurs, ils sont guides. Et en fait, c'est eux qui amènent le groupe ou amènent les clients sur les différents objectifs et c'est jalonné. Donc, en fait, la route, elle est jalonnée. Ils posent des cordes, ils posent des échelles.
sur les séracs comme on voit ici. Donc ça, c'est la Khumbu Icefall. En gros, c'est l'endroit le plus dangereux du monde. C'est des séracs énormes qui bougent en permanence. Et ils sont obligés de remodeler en fait la montagne. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les docteurs de la montagne. Et même s'ils ont la trajectoire en tête, le facilitateur, il est obligé d'adapter la trajectoire. Et c'est le groupe qui va aussi guider cette trajectoire. Et c'est exactement ce que disait Nadia dans le processus de play. Donc voilà. Il va quand même faire appel à des compétences un peu spécifiques. Bon, on connaît tous la bienveillance, mais dans le serious play de Lego, quand on fait un atelier, c'est surtout l'écoute. Le facilitateur doit être extrêmement à l'écoute parce que chaque construction est une métaphore. Donc, il faut qu'il se rappelle qu'est-ce que les 10 ou 12 personnes autour de la table ont dit, parce qu'à un moment donné, on va utiliser ces métaphores pour faire des constructions qui vont être ensemble. Donc, on fait de la résolution de problèmes individuels, puis en groupe. Et il faut que, par exemple, quelqu'un a construit la réputation, c'est une fusée, et quand la personne va remettre la fusée au milieu de la table, il faut que tout le monde sache que c'est la réputation, sauf que tout le monde a oublié. Donc le facilitateur est là pour rappeler, au fait, c'était quoi? Vous ne saviez pas? C'est ça. Donc écoute active très forte de la part du facilitateur, mais aussi du groupe. Et puis, ça va faire appel aussi en préparation à l'art de questionner, c'est-à-dire savoir poser les défis. Parce qu'en fait, on pose des questions. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le facilitateur. J'aime bien cette image du Népalais qui a fait 24 fois l'Everest. Il n'est toujours pas blasé, mais son objectif, lui, il est content quand le client atteint son objectif, et, parce que le sommet, il l'a déjà fait, en fait. Voilà. Alors, j'enchaîne. Parce qu'on a parlé de la méthode Lego. Et moi, j'utilise les briques dans le monde professionnel pour d'autres usages. Donc, je vous en présente 3. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont reconnaître des choses ou qui pratiquent des choses. Et c'est pour faire le parallèle entre une méthode qui utilise la métaphore et l'histoire, raconter l'histoire, où le modèle n'est pas un objet réel, alors que là, les 3 utilisations que je vais vous présenter rapidement, c'est de la modélisation, c'est-à-dire que le modèle représente quelque chose. Donc, dans le Lego Créa, le modèle représente un animal. Si tu veux bien revenir juste en arrière, Sébastien, je vais présenter. Donc, on a Lego Créa, qui est en fait une sorte de brise-glace pour préparer les gens à la créativité. Donc, ça se fait à peu près en 5-10 minutes. Et c'est un icebreaker que j'ai emprunté à mon ami Mario Esposito, qui lui-même s'est inspiré d'autres choses. Ensuite, on a le Lego prototyping. Donc ça, c'est le petit nom que je lui ai donné récemment. C'est qu'on va utiliser les briques de Lego pour modéliser rapidement un parcours d'une personne dans un magasin, dans un espace, dans un salon. Et au lieu de raconter en fait comment va être disposé l'espace, on va raconter l'histoire de le consommateur qui se balade dans l'espace. Et la dernière utilisation, c'est le Lego for Scrum. Donc je pense que s'il y a des gens qui sont dans la sphère agile, donc c'est la méthode agile la plus fameuse, la plus reconnue, la plus pratiquée. Dans les années 90, il y a eu un manifeste et c'est issu de l'informatique. Donc, et le Lego for Scrum, c'est un atelier de 3 heures pour découvrir les mécanismes de la méthode agile Scrum. Donc ça, moi je le pratique avec Alfred Almandra, qui est un spécialiste du domaine. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un peu 3 usages de ces briques. On y va pour la suite. Donc Lego Créa, ça dure 5-10 minutes. Vous pouvez faire ça sur des groupes assez importants. Vous pouvez diviser en tables de 5 ou 6 personnes. Ça vous permet d'avoir en fait des gens qui vont être un peu plus proches les uns des autres. Et le principe, c'est vous avez des briques. Vous avez un objectif, c'est qu'ils doivent construire un animal. Vous avez une contrainte, c'est qu'ils ont le droit de mettre 2 briques chacun leur tour. Et il faut qu'ils devinent quel est l'animal qui va ressortir du groupe. Voilà. Bien sûr, le but du jeu, c'est de le faire comment? C'est de le faire sans parler, sans communiquer par la voix. Donc ça va créer en fait beaucoup plus d'écoute et ça va préparer les gens à la créativité. Donc le premier, il met ses 2 briques, personne ne sait ce que va être l'animal. Le deuxième met ses 2 briques, le troisième met ses 2 briques. Et là, le quatrième commence à imaginer ce que serait l'animal. Et puis on continue jusqu'à quand ils aient deviné. Donc si tu veux passer à la photo suivante, on voit un petit groupe ici. L'animal est à droite, il est flou. En fait, c'est un éléphant licorne. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du groupe qui avait pensé l'éléphant. Et puis en fonction des briques qu'ils avaient, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Donc ils ont construit, ils ont mis un nez à l'éléphant et ils se sont dit que ça faisait une licorne. Moi, j'utilise souvent en fait peu de briques et bicolore pour que le groupe s'y retrouve facilement dans la complexité de la forme des briques. Voilà. Ensuite,
Alors, le prototypage. Donc là, je vous emmène au Salon du Chocolat. Donc, c'est un salon qui est international dans le sens où il se fait dans plusieurs pays, à plusieurs endroits. Bon, c'est assez célèbre à Lyon. Et là, on voit en fait le défilé de robes en chocolat. Alors, nous, ce qui nous intéresse dans le Salon du Chocolat, c'est plutôt en fait la partie exposant, la partie événementielle, la partie stand. Donc, le défi, c'était en fait de maximiser le trafic visiteurs sur les stands tout en gamifiant. Donc, on a fait ce challenge avec des étudiants de Sud de Pub, qui est une école de communication, marketing et digital. Et l'objectif business, c'était d'amener du trafic sur les stands qui sont potentiellement moins bien placés. Donc, ça doit peut-être parler à certains qui sont organisateurs ou qui ont visité des salons. Et puis, en même temps, c'était de voir si on pouvait allier une expérience physique et une expérience numérique avec une application. Donc là, les briques nous ont permis de très, très rapidement modéliser en fait un scénario et un parcours. Donc ici, c'est un petit rendu qu'ils ont réalisé pour expliquer en fait l'histoire, le storytelling, et expliquer comment l'expérience va se passer. Donc c'est une petite synthèse vidéo de ce qu'ils ont réalisé du projet, sachant qu'on a travaillé uniquement 9 heures sur le projet. Donc ils avaient imaginé, ce groupe-là, on avait une dizaine d'équipes. Hein. Un groupe-là avait imaginé un parcours sur les 5 sens, et puis on embarquait les gens dans l'application en leur donnant un petit profil. Donc là, je suis chocolat blanc, parce que j'ai un petit peu expliqué mes préférences, et on va aller me guider sur différents jeux qui vont devoir m'amener sur les stands pour récupérer en fait des objets ou des points ou des fèves. Et donc j'apprends, je découvre, je me balade, et ça me permet aussi de pouvoir avoir une expérience qui est assez ludique. Donc, bon, c'est des étudiants, donc ils avaient imaginé des trucs qui étaient très dans leur génération, comme par exemple une borne photo qui vous prend en image et qui vous projette avec un fond de chocolat. Voilà, des choses comme ça. Donc là, l'objectif, c'est vraiment pas de construire, on va dire, un espace physique, c'est de construire le scénario d'usage de l'espace. Alors, on peut aller sur la troisième expérience. Alors, le Scrum. Alors, je vous fais le pitch en fait du jeu. Donc là, c'est vraiment un jeu qui est fait pour découvrir. Il est documenté. Vous avez le site web legoforscrum.com qui a été fait par le fondateur de ça. Et mon ami Alfred l'a grandement mis à sa sauce, amélioré. Et l'objectif, en gros, c'est de faire comprendre à une équipe qu'au lieu de piloter par les projets par les délais, on va piloter par la valeur qu'on peut livrer au client, mais plus vite que d'habitude. Donc, le pitch, c'est « Et si votre équipe devait réaliser un village vacances, comment il ferait ?» Alors, ce n'est pas n'importe quel village vacances, c'est une maquette. D'accord ? Donc, vous commencez à comprendre que les éléments du village vacances, ça va être construit en Lego. Donc, on va avoir besoin d'une piscine, d'un bungalow, des arbres, d'une plage, etc. Mais il va falloir que l'équipe décide, pour convaincre son investisseur, il va falloir qu'il lui livre au fur et à mesure des objets, et il va falloir qu'il décide qu'est-ce qu'il planifie en fait, qu'est-ce qu'il met en premier. Bon, par exemple, la piscine pour un village vacances, vous serez d'accord avec moi, je pense que la piscine, surtout pour des clients en famille, c'est primordial, ça a beaucoup de valeur pour nos investisseurs pour attirer la clientèle. Par contre, si vous construisez la piscine d'abord et vous n'avez pas construit les bungalows pour loger les gens, ça va peut-être un petit peu coincer dans votre village vacances. Donc, qu'est-ce qui se passe en séance? Ils planifient, ils produisent. Et puis, on fait plusieurs itérations. Donc, l'idée, c'est d'inverser le triangle habituel. Le triangle habituel, c'est quoi? C'est on fixe le périmètre, on fait un cahier des charges sur un projet, et puis on met des ressources et on essaye de tenir la deadline. En Scrum, on inverse. En fait, on fixe l'équipe, on fixe une deadline, on va délivrer quelque chose au client dans 1 semaine, dans 2 semaines, et on fait varier le périmètre. Et on décide qu'est-ce qu'on construit et qu'est-ce qui a le plus de valeur. Donc, ici, sur la première itération, qu'est-ce que font les gens? Réflexe naturel. Ils se précipitent sur les briques, ils sont en mode individuel. Les objets, ils ont sélectionné un maximum de tickets et ils y construisent plein de choses. Ils sont super fiers. Première livraison au client, au bout de 7 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on compresse le temps. Donc, ça va très vite. Et c'est aussi ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'on est sous pression de délai. D'accord? Mais ça compresse le temps. Donc, il se passe des trucs dans l'équipe. Et là, ils construisent tous à fond la caisse des choses en individuel. Ils ne regardent pas ce que font les autres. Ils livrent tout en bloc au client. Et là, le client refuse tout. Pourquoi il refuse? Parce que ils ont fait une piscine, la couleur de l'eau, elle est marron, ça ne va pas, quoi. D'accord? Le terrain de tennis, il est beaucoup trop petit. Le bungalow, il n'est pas assez grand. Ce n'est pas très logique. L'arbre, il ne ressemble pas à un arbre, etc. Donc, il y a des critères d'acceptation par le client.
Donc là, le groupe comprend que prochaine itération, il va falloir qu'il s'améliore. Donc là, ils découvrent la rétrospective du Scrum, etc. Et puis, deuxième itération, ce qui se passe en général, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait demander au client avant de livrer. Donc, ils demandent « Ah, ouais, la piscine, vous voulez avec de l'eau bleue ?» Bah ouais, l'eau bleue. Par contre, le client dit « Je voudrais bien un plongeoir mauve. » Ah, vous êtes sûr? Ouais, ouais. OK. Et au fur et à mesure que le client voit aussi les éléments se construire, il ajuste en fait ses besoins. Donc, d'un cahier des charges figé, on passe à des spécifications qui sont évolutives. Voilà. Et la troisième itération, c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens sont en mode optimisation. Donc, ils ont passé du mode individuel au collectif, au mode on livre de la valeur, et ils optimisent. Par exemple, il y en a un qui va être chargé de rabattre toutes les briques d'une certaine couleur, par exemple le sable, parce qu'il faut construire la plage maintenant. On a livré les choses essentielles, maintenant on construit la plage. Donc, du coup, il va s'occuper de rapatrier les bonnes briques et il devient au service des autres. Voilà. Donc, ça crée vraiment une dynamique. Ça explique la méthode de Lego for Scrum et ses bénéfices par le jeu, donc en vivant l'expérience. Voilà. Donc, pour synthétiser ces trois utilisations, le Lego Créa, ça va préparer à une séance créative, une séance de génération d'idées. Ça va créer de l'écoute active parce que personne ne peut parler quand on construit l'animal. Et puis, c'est un moyen de briser la glace un petit peu différemment. Le Lego prototyping, ça va permettre de très rapidement, ils ont fait le prototype en 3 heures, y compris la vidéo et le test. Donc, il y a une facilité d'appropriation et c'est très naturel. Et puis, ça va permettre de mettre en musique tout un parcours, un storyboard. Et puis, le Lego for Scrum, l'avantage de l'utilisation des briques dans ce cas-là, c'est la rapidité d'exécution. La planif dure 3 minutes, la prod dure 7 minutes, la livraison dure 3 minutes et la rétro dure 7 minutes. Et on peut itérer plusieurs fois. Et surtout, en fait, le client va utiliser la forme, la taille et les couleurs des briques comme critères pour accepter ou pas si c'est conforme à ce qu'il attendait. Donc là, on a 3 exemples de modélisation. Voilà. Contrairement au Lego Serious Play où on est dans la métaphore. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi, ça vous a éclairé. Et on va revenir sur la méthode Lego, je crois. C'est ça. Un grand merci, Benjamin, pour ton intervention et ces éclairages et ces usages du Lego dans le monde professionnel. On revient effectivement sur les cas d'application Lego Serious Play. Donc, si vous vous rappelez l'oignon que je vous avais présenté tout à l'heure, au cœur de l'oignon, on avait les cas d'application. On va vous en présenter quelques-uns rapidement, voilà, pour essayer faire en sorte de vous permettre de vous projeter. Mais voilà, sachez qu'il y en a encore beaucoup d'autres. On en a choisi comme ça quelques-uns qui pouvaient être les plus significatifs pour les personnes présentes ce soir. Donc, le premier cas d'application, c'est un cas d'application pour une stratégie, pour redéfinir la stratégie d'une équipe. Là, c'était un atelier, donc comme le disaient Benjamin et Nadia tout à l'heure, les ateliers en fait sont vraiment designés sur mesure pour chaque problématique client. Donc, tous les cas qui sont présentés sont des cas réels. C'est pour ça que vous ne voyez pas les visages. Et donc là, c'était un cas où il y avait 20 participants. Les 2 tiers de l'équipe avaient été renouvelés. C'est un atelier en fait qui a duré, alors j'ai mis 5 heures parce que c'est du moment où on a démarré et puis toute la durée des questions. Je n'ai pas compté le temps du déjeuner. Voilà. L'objectif était vraiment de redéfinir l'identité de l'équipe, ses valeurs, son mode de fonctionnement, sa façon d'agir pour pouvoir intégrer au mieux les nouveaux arrivants. Les résultats. Donc, c'est une équipe qui a vraiment pu partager sur ses difficultés et puis qui est partie en fait vraiment encore plus consciente des actions à mener. Le fait marquant, alors, c'était une des participantes est restée complètement bloquée. Et heureusement qu'on était deux facilitatrices pour animer cet atelier, puisque une des participantes est restée bloquée. Elle s'est mise à pleurer. Donc, heureusement qu'on était 2 pour pouvoir gérer ces cas particuliers. Le cas suivant est un cas de stratégie d'entreprise. Alors là, le premier cas, c'était dans une grande société, un grand groupe. Voilà, là, c'est un cas dans une PME.
Donc, il y a le PDG et son comité de direction, donc 8 personnes. L'atelier a duré une journée et l'objectif, c'était de réfléchir et de retrouver des idées pour donner un coup de jeune à leur marque et donc de réfléchir aussi au nouveau développement en prenant en compte les demandes des clients et des directeurs de magasins. Le résultat, c'était une vision partagée et surtout une ambition échangée, des dialogues vraiment sincères et authentiques et une redéfinition aussi des clients cibles. Le fait marquant, c'était que voilà, c'était la première fois que je voyais un PDG d'une structure qui avait 70 ans et qui m'a gentiment dit que voilà, il n'avait jamais eu l'occasion de mettre les mains dans les briques plus jeune, puisque les Lego, il n'avait pas eu quand il était petit, ça n'existait pas encore à l'époque, qu'il en avait légèrement touché du doigt avec ses petits-enfants. Donc ça a été voilà, quelque chose d'assez surprenant pour lui et il a découvert et il a vu des choses apparaître tout au long de l'atelier qui était voilà, c'était quelque chose de émotionnellement important. Le cas suivant. Donc là, ici, vous voyez en fait un atelier de réflexion et d'expression de besoins. Il y avait 25 participants. C'était un atelier court de 2h30. L'objectif était de faire émerger les besoins des utilisateurs pour voilà, les faire travailler de façon différente par rapport à tous les autres ateliers d'expression de besoins qui en général se déroulaient en format questionnaire et il y avait très très peu de réponses. Là, toutes les personnes qui étaient présentes ont été satisfaites de la façon dont elles avaient pu s'exprimer et l'expression de besoin était donc très riche. C'était donc des participants du secteur public. Ils ont été étonnés en fait des résultats obtenus en si peu de temps et puis surtout en utilisant les briques Lego. Le cas suivant. Alors, le cas suivant, donc le Lego Serious Play s'introduit également à l'université. Donc, pour ma part, depuis 2015, j'ai la chance d'intervenir à l'université de Paris-Est en master 2 innovation et management des services. Voilà, j'interviens auprès des étudiants pour les aider à construire leur identité individuelle, l'identité de l'équipe projet. Les interventions varient en fonction des années, des promos. En général, il y a une 50aine de participants. C'est plusieurs ateliers différents tout au long de l'année. Et ça permet à chacun, en tout cas pour l'équipe, de redéfinir vraiment leur projet pour les étudiants. Et le fait marquant pour moi, c'était voilà, que l'université ose une innovation pédagogique qui est vraiment décalée. Apporter les briques des briques Lego dans un milieu universitaire, c'est pas si simple que ça. Et donc voilà, c'est mon constat. Ah oui, mais j'en ai encore un. Donc la facilitation en très très grand groupe. Donc là aussi, on peut faire du Lego Serious Play à 300 participants. Ça demande une organisation de dingue, un lieu avec des équipes qui doivent être extrêmement réactives et puis un grand nombre de facilitateurs. Alors on les voit, ils sont en jaune dans la salle. L'objectif là, de cet atelier, c'était de permettre à ces 300 personnes qui étaient des commerciaux, des managers, des fonctions support et la direction d'un grand groupe, de réfléchir à comment mieux travailler ensemble, mais surtout de comprendre le rôle de chacun dans la chaîne pour délivrer le meilleur service. Et les résultats, donc, c'est une création de nouveaux liens et une meilleure compréhension du rôle de chacun. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça nécessite d'avoir des compétences des compétences quand même assez élevées pour faciliter ce type d'atelier. Et surtout, ça demande un temps de préparation qui est quasiment 3 fois plus long
que pour un atelier standard. Il y a toute une organisation, une logistique à mettre en place et il faut caler également tous les co-facilitateurs qui sont présents pour accompagner pendant les constructions. Et je te passe la main, Sébastien. Oui, je vous parlais d'un projet, donc création d'un brand persona pour la chaîne Slash du groupe France Télévisions. C'est une chaîne digitale. Et il y avait un gros problème au sein de la chaîne. C'est très top-down, c'est très sur les nouvelles façons de travailler, très digital en plus. Donc, il y a eu il y avait un espèce de chaos dans l'équipe et ça se ressentait sur on va dire, sur l'expression de la chaîne à l'antenne ou dans leur manière de s'exprimer, de prendre la parole. Des grosses difficultés à s'identifier. Donc, j'ai fait la surprise au CEO qui qui voulait faire des ateliers, ne savait pas trop, des ateliers design thinking, d'organisation, voilà, il ne savait pas trop ce qu'il y avait. Donc, j'ai préparé la petite surprise de faire un atelier Lego Serious Play. On a travaillé sur 2 jours. Une première journée sur l'équipe, l'identité de l'équipe, comme on a vu tout à l'heure, des ateliers d'identité au sein de l'équipe. Et le lendemain, un atelier un peu plus standard avec des post-it, un atelier plus persona avec ce genre de choses, les post-it un peu standard. Mais voilà, le premier jour a été une journée complète pendant à peu près 6 heures à travailler avec les briques Lego, trouver les valeurs de l'équipe et définir ensemble l'objectif commun de l'équipe à court terme et à long terme. C'était super intéressant. Surtout, pour moi, un des gros faits marquants, c'est le malaise quand on a crevé l'abcès justement et du problème profond de l'équipe de communication, d'échange, de rétention, de difficultés à travailler ensemble, etc. Tout est sorti dans les briques, ça a été un catalyseur. Et l'avantage, c'est qu'il y a eu même pendant l'atelier, il y a eu des regards électriques, mais les briques ont aidé avec, quoi qu'il en soit, c'est une bienveillance naturelle qu'apportent les briques à apaiser tous les conflits et à aller de l'avant et à poser voilà, un nouveau process de travail, une nouvelle organisation, de présenter l'équipe d'abord. Et voilà, la présentation, on est arrivé à la fin de la journée à une présentation des valeurs de l'équipe et des objectifs de tous ensemble de travail. Et ce qui nous a permis le lendemain de travailler sur voilà, comment ça se reflète à l'extérieur sur la chaîne et sur les personas, l'audience, etc. De voir un petit peu comment ça allait interagir ensemble. C'était très, très enrichissant. Merci Sébastien. On repasse la parole à Nadia. Oui, parce que nous n'avons pas fini avec Lego Serious Play. On a vu le play, on a vu les sérieux. Maintenant, il nous manque les Lego et j'aime beaucoup cette question. On peut avancer. Pourquoi la brique Lego? Alors, si vous êtes facilitateur Lego Serious Play, attendez-vous à cette question, ou si vous allez les devenir, attendez-vous à cette question. Pourquoi ne pas faire de l'intelligence collective ou de collaborative avec autre chose? C'est un choix, mais mine de rien, même si on choisit des briques, il y a quelque chose que les briques Lego ont que les autres n'ont pas. Alors, ce n'est pas les souvenirs d'enfance, ce n'est pas l'image autour de la marque Lego, c'est tout simplement que dans les Lego, dans les boîtes Lego, dans les briques Lego pour les Lego Serious Play, il y a de la couleur et il y a de l'abondance. Or, l'abondance, c'est certes la quantité, mais aussi la diversité, la pluralité en fait des formes et des couleurs. Et ça a été récemment démontré par l'imagerie médicale appliquée aux neurosciences que, indépendamment des cultures, ça évoque de la joie et de l'enthousiasme, notamment quand on utilise une gamme de couleurs aussi étendue qui rappelle un peu l'arc-en-ciel. Je vous défie de trouver quelqu'un à qui l'arc-en-ciel ne plaît surtout pas et ne procure pas un sentiment de bonheur. Et bien, quand on va en boîte de Lego, on retrouve un peu ça, ne serait-ce qu'en termes de perception. Puis on peut avancer parce qu'il y a autre chose aussi dans le Lego, c'est la possibilité par les Lego d'une part, faciliter la divergence. Imaginez quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer ou qui a la syndrome du papier blanc, donc qui est bloqué. Les briques Lego, par leur variété et par l'effet que dans les kits qui ne sont pas faits au hasard, il y a à la fois des briques génériques, donc des briques tout court, comme on peut avoir des briques comme ça, mais il y a aussi des briques un peu plus figuratives. Donc, il y a toujours un point d'appui à partir desquels commencer à construire, commencer à évoquer une histoire ou une métaphore, ce qu'on veut. Et en même temps, chose à ne pas sous-estimer, ça facilite aussi, on revient en arrière, la convergence. Il y a des personnes qui sont
particulièrement bavardes, ou bien qui se perdent des fils en aiguille, qui sont très créatives et qui passent d'un pensée à l'autre. Les modèles obligent de revenir sur ici maintenant, focus sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est une dynamique qui est péculière, typique en fait des briques Lego. Si on avance, on a parlé des métaphores, donc je ne m'attarde pas. Sachez qu'il y a plusieurs métaphores qu'on peut faire avec les briques Lego, des métaphores simples, donc des modèles que je raconte, mais aussi des systèmes complexes qui racontent la métaphore de chacun rassemblé. Ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'il y a émergence des connaissances. Lorsque je raconte mon modèle, en même temps, je fais émerger des choses que je ne savais plus de savoir. Il y a aussi à la fois alignement du vocabulaire et de références culturelles. Et donc, on co-construit une vision commune qui se base sur un vocabulaire et un référentiel partagé. Et ça, c'est les socles d'une équipe mûre et prête à collaborer ensemble. Si on n'a pas ça, on aura du mal à aller loin. Donc, un référentiel partagé. Là, on peut avancer. Donc, après, c'est la pensée en 3D. Ça, c'est vraiment, c'est pas que le Lego, mais dans le Lego, on le ressent très bien. Donc, quelqu'un a déjà reconnu l'homunculus des Panfield. Effectivement, on pense en 3D parce que en utilisant les mains, il y a des connexions privilégiées entre les mains et les cerveaux parce que la motricité de la main est très fine. Et donc, quand on utilise les mains, on illumine, vous le voyez dans les photos en bas, beaucoup plus des zones cérébrales que quand on utilise uniquement les mots, par exemple. Et ça enrichit énormément les conversations, mais aussi les partages de connaissances et les échanges. Et aussi, et je reprends donc le constructionnisme, quand on construit avec les briques, quelque part, on construit dans sa tête. Et plusieurs fois, parce qu'on construit une fois sans trop savoir dans les modèles, mais ensuite, on fait la reconstruction de ce que nous avons fait intellectuellement lorsqu'on raconte ce que nous avons construit. Et ça ancre en fait la stratégie, donc ça construit dans la tête des nouveaux concepts ou de nouvelles connaissances, ou ça intègre les connaissances qu'on avait oubliées avec les connaissances qu'on apprend des autres. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi la pensée systémique. Ça, c'est plutôt évident, mais je l'explique quand même parce qu'on sous-estime ça. On peut avoir de l'intelligence systémique individuelle et collective. C'est quand même un effort d'abstraction. Et c'est, pardonnez-moi mon accent italien, mais mine de rien, quand on voit un modèle étalé dans son étendue, physiquement présent devant nous, cette prise des hauteurs qui est nécessaire pour avoir une approche systémique, ça s'est fait toute seule. Parce qu'on la voit, en fait, on voit les systèmes, ça émerge tout seul et c'est évident. Et ça aussi, c'est une richesse de Lego parce que les connexions permettent de faire des systèmes vraiment complexes. Donc, sans sous-estimer que dans la synergie des groupes, ça c'est typique de l'intelligence collective et ça s'est construit au fur et à mesure dans le Lego. On a donc un groupe qui produit quelque chose, qui est dans une synergie qui va au-delà de la somme des individus. Et on passe à l'étape suivante. Pourquoi c'est supérieur? Parce que la communication est augmentée. Moi, j'aime bien utiliser ces mots. Sandrine l'a évoqué déjà tout à l'heure. Les focus, quand moi, je vous introduis ces modèles, vous regardez les modèles, vous ne regardez pas moi. Donc, je me sens plus libre de parler. Et en plus, j'ai un modèle qui est aussi un médiateur. Si j'ai un message à faire passer, ce message sera incarné par les modèles. Donc, si j'ai à dire, j'ai besoin de plus de créativité dans mon équipe, c'est plutôt les modèles qui les disent, ce n'est pas directement moi. Et cette médiation rend des choses plus acceptables, ou compréhensibles en tout cas. Ensuite, il y a la métaphore qui évoque beaucoup plus de connaissances que ce qu'on peut dire, mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est vraiment péculier, ou en tout cas propre au processus Lego Serious Play, c'est qu'on fait un passage, et c'est systématiquement comme ça dans chaque atelier, on passe de l'individuel au collectif. Sauf que, à différence de plein d'autres process d'intelligence collective ou de démarche collective, la dimension individuelle reste perceptible, même physiquement tangible, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, certes, à un moment donné, il y aura une négociation, de tout ce que j'ai construit, je serai peut-être obligé de choisir comme élément clé ma créativité, mais cette créativité, c'est ce que j'ai choisi comme incontournable. Et donc, à la fin, dans les modèles collectifs, je retrouverai ma créativité. Ce qui veut dire que dans la dimension collective, je ne suis pas noyée, je peux retrouver mon élément essentiel et péculier à moi-même. Et ça, c'est un trésor, parce que souvent, on est noyé dans le collectif. Bien sûr, cela dépend de la facilitation.
Une fois de plus, j'insiste parce que justement, on n'est pas sur du serious game. Les jeux ne se tiennent pas tout seuls. Si vous avez les règles, ça ne suffit pas d'avoir les règles, d'avoir les manuels pour pouvoir animer comme dans une serious game. Il faut être un bon facilitateur parce que la brique, c'est quand même les moyens. Mais ce qu'on manipule vraiment, et bon, prenez ça en termes avec les mains, c'est essentiellement de l'humain. Et donc, il faut pouvoir gérer les groupes et faire amener les groupes, avancer les groupes en tant que tels et aussi les individus, où qu'ils en soient dans les groupes avec leur spécificité. Donc ça, il faut pouvoir les gérer, d'où l'importance de la facilitation. Maintenant, vous les voyez bien illustrés dans les photos. Quand on adopte le Lego Serious Play, on passe d'un groupe de travail plutôt classique, et je vous laisse évaluer comment ça peut être un groupe classique, à un groupe beaucoup plus actif, participatif, coloré, productif, que ce soit dans la réflexion ou dans la prise de décision. Et quoi qu'il arrive, à la fin de la télé Lego Serious Play, vous aurez ne serait-ce que le plaisir des échanges utiles et non pas du blabla pour remplir du temps comme dans la réunionite, que malheureusement, on connaît beaucoup. Et voilà pour ma partie et merci beaucoup. Merci à toi, Nadia. Bon, on arrive bientôt à la fin du meet-up. On voudrait quand même prendre quelques questions. On va vous présenter ce que vous avez à retenir, hein, même si Nadia a déjà commencé à énormément synthétiser les choses. Sébastien? Oui. On va plutôt prendre justement ce que n'est pas la méthode de Lego Serious Play. Donc, on l'a vu, ce n'est pas juste un exercice amusant de type brise-glace pour commencer une réunion. Ce n'est pas un outil pour construire des diagrammes organisationnels ou modéliser des environnements physiques. Ce n'est pas un atelier pour faire passer un message de la direction, pour persuader à faire adopter, je ne sais pas, quelque chose, une vision par exemple, par peut-être la hiérarchie. Et ce n'est pas juste un petit atelier d'une heure. Vous avez vu que c'était assez complexe. Donc, il faut bien avoir ça en tête avant de se lancer. Oui, et surtout, à qui s'adresse vraiment la méthode Lego Serious Play? Elle s'adresse déjà à des managers, à des leaders qui ont vraiment, qui osent, qui ont du courage, qui ont également un leadership collaboratif, qui veulent faire en sorte d'inclure leurs équipes dans leur réflexion, qui veulent les rendre beaucoup plus autonomes. Donc, c'est une méthode qui ne marchera absolument pas auprès d'un public de managers qui est en mode command and control. Elle s'adresse aussi aux organisations souhaitant mettre en place une démarche d'accompagnement au changement, de coaching d'équipe, d'innovation. On intègre la méthode tout au long d'un processus parce que n'intervenir qu'avec un seul atelier, c'est ne pas aller assez en profondeur en fait, des réflexions et pour trouver des solutions aux problématiques. En général, on trouve toujours on découpe petit à petit au fil des ateliers. Et puis, elle s'adresse à des facilitateurs déjà expérimentés dans la facilitation de groupe. Donc, on l'a dit plusieurs fois, Benjamin, Nadia, on incite vraiment tous les facilitateurs à avoir une expérience en facilitation de groupe avant de se lancer dans la formation ou même se lancer à utiliser l'open source. Donc, vous voulez vous donner un peu de quelques guides en fait pour la pratique, que ce soit que vous soyez expérimenté ou pas. Déjà, on vous invite à retrouver, donc, comme on l'a dit au début, l'open source, ce petit livret jaune. Alors, on a créé une plateforme qui s'appelle Lego Serious Play slack.mystringly.com. Donc, vous aurez l'URL quand vous récupérez le PDF, vous pourrez aller sur la plateforme et vous pourrez télécharger, c'est un PDF de quelques pages, vous pourrez l'imprimer et vous-même revoir tout ce qu'on a dit et peut-être essayer d'appliquer avec vos équipes, des amis, essayer de pratiquer la méthode. Il y a toutes les billes pour démarrer. On vous invite aussi à aller voir l'histoire sur le site Lego pour un peu savoir aussi encore un petit peu plus d'autres éléments sur l'historique de la méthode et le lien avec Lego. Et on vous recommande aussi quelques bouquins.
On recommande le premier, de devenir facilitateur pour ceux qui n'ont aucune expérience dans la facilitation ou qui ont un début et qui veulent aller plus loin. Ce livre est vraiment ce qu'il vous faut, c'est génial. Et si vous voulez utiliser les briques sans être un facilitateur de la méthode Lego Serious Play, il y a le petit bouquin Strategic Play qui vous permet de vous amuser avec les canards en fait. Et vous donne plein d'idées. C'est un petit livret et il donne plein d'idées pour vous-même. Voilà, avec quelques briques Lego, des briques jaunes et rouges là. Vous-même à vous amuser à faire alors plutôt un côté icebreaker, mais déjà avec certaines logiques derrière, des messages derrière à faire passer avec les participants. Ça peut être très riche. Donc, voilà 2 bouquins et le reste sont très axés sur les méthodos, voilà, qui sont hyper intéressants aussi. Alors, j'ai vu des messages passer sur la conversation. Alors, voilà ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose, c'est aussi d'aller plus loin vers déjà de base, comme on a dit, la facilitation. Si vous voulez faire des premiers pas en facilitation, on peut vous accompagner là-dessus, on peut vous aider. On sait que c'est aussi frustrant, on l'a dit au début, j'imagine qu'il y a une certaine amertume de ne pas pouvoir utiliser de pas pouvoir mettre les mains dans les briques. On en parle beaucoup, mais voilà, on a teasé. Et si vous voulez mettre les mains dans les briques, on vous propose de vivre l'expérience d'atelier avec vos équipes si vous avez envie. On a 2 exemples à vous proposer. Et pour ceux qui facilitent déjà, que ce soit la méthode en open source ou déjà des facilitateurs expérimentés, on vous propose des modules d'accompagnement, pareil, pour aller plus loin, pour vous aider à progresser dans votre méthode. Donc voilà, c'est une base. Et puis sinon, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des messages sur la plateforme Strikingly. Puis vous avez aussi, au début, vous avez un slide, là, on va vous remettre nos contacts. Vous pourrez nous contacter pour nous poser plein de questions. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Questions-réponses. Alors, j'ai noté quelques questions. Si les autres, alors, vous voulez répondre. On avait un premier message. On va essayer de répondre rapidement pour terminer. Alors, comment on fait pour adapter les ateliers en ligne? Est-ce qu'il y en a déjà d'entre vous? Je crois, Benjamin, toi, tu as fait quelques ateliers en ligne. Comment tu adaptes les skill building, par exemple, ou même le principe général du Lego Serious Play? Si tu es encore là. Tu n'as plus de micro? Ouais, c'est bon, micro. Bon, franchement, travailler ensemble sur un ensemble de briques sur une table et le faire en ligne, ça me paraît difficile. Par contre, ce que j'ai expérimenté, c'est sur un atelier hybride. On avait une équipe qui était à Budapest et pour exprimer des points de douleur des gens sur un processus usine, on était sur une logique d'industrialisation, de digitalisation du processus usine. Les différentes parties prenantes ont construit en fait une situation. Donc, c'était pas du Lego Serious Play. Pour moi, ils ont construit une situation de difficulté, par exemple, beaucoup de ressaisies, beaucoup d'attentes des personnes sur une machine, etc. En gros, ça a donné quoi? Ça a capté l'attention parce que nos Hongrois de Budapest, ils ont montré leur construction. Et donc, du coup, en plus du son, on avait quand même un support d'image auquel se raccrocher. Voilà. Donc, mais pour moi, ça reste limité en Lego Serious Play de faire un atelier. On peut faire de l'individuel, faire de la construction collective. Pour l'instant, je n'ai pas les solutions. Perso, je l'ai fait avec Sean Blair, celui qui a écrit ce bouquin. Je l'ai fait en ligne. Et on est plutôt sur du niveau 1. Moi, j'ai fait l'atelier niveau 1, mais il est possible de faire un niveau 2. L'atelier niveau 1, c'est ce qui se passe dans un atelier quand on est tous autour de la table, chacun prend la parole et explique. Donc après, c'est possible de le faire déjà comme ça. C'est très simple puisque chacun peut prendre la parole sur une visio comme celle-ci, comme des outils comme Zoom. Chacun à la suite prend la parole et montre sa construction. Donc il y a vraiment un enjeu de préparation parce que c'est plus compliqué à préparer et dans le temps c'est un peu plus long parce que comme c'est plus complexe à préparer et le déroulé est un tout petit peu plus long et moins évident qu'un déroulé en ligne. Mais regardez sur internet, il y a pas mal de choses qui se font quand même il y a des expérimentations en Lego Serious Play en ligne qui sont concluantes et voilà, c'est une autre expérience en fait, elle est complètement différente. On avait des questions sur les temps de préparation. De Hugo qui nous a demandé les temps de préparation. Je ne sais pas si tu as un peu répondu, Benjamin aussi. Nadia ou Sandrine, si vous avez un peu des tips. Alors, en général, il faut calculer un temps de préparation qui est au moins égal au temps de déroulement, voire doubler les temps. Parce qu'il y a en partie tout simplement logistique, la gestion des briques qui n'est pas anodine. Et d'ailleurs, question des grandes actualités, les briques de temps à autre, parce qu'il faut quand même les nettoyer. Et actuellement, il faut les nettoyer souvent. Donc, ne serait-ce que préparer les briques
les ranger pour la session, concevoir l'atelier. Et ça, comme pour toute facilitation, il faut prévoir un temps qui est au moins égal à l'animation. Si c'est une animation en ligne, ça c'est double. Toute facilitation demande beaucoup plus de temps de préparation que d'animation en elle-même. Mais calculer aussi les temps après la session, que ce soit du temps de rangement ou du temps justement de nettoyage des briques. Donc tout ça, il faut le prendre en compte et je considère du temps de préparation même après l'atelier parce que ça se comptabilise aussi et il faut en donner conscience déjà à ceux qui veulent faire l'excité, mais aussi aux clients potentiels, enfin, en tout cas aux clients. Donc moi, en général, je considère le double du temps d'animation. Ok. Je vois, il y a Patrick qui est lead UX qui demandait, dans le cadre d'un projet client pour se lancer, Benjamin, toi aussi qui est UX, tu l'utilises, le LSP dans le cadre Je l'utilise quand je peux ou quand utilisateur? c'est très difficile de travailler avec le client, de faire sortir en fait on va dire les éléments qui sont nuisibles à l'expérience actuelle. Ça prend plus de temps que de faire d'autres méthodes classiques en UX. Ça prend plus de temps, donc c'est une question de budget aussi du client, c'est ça en fait. Par contre, c'est plus rapide, pour moi c'est plus efficace, on va plus en profondeur. Et par exemple, ça permet d'exprimer, par exemple, quand les gens, vous êtes sur améliorer par exemple un service de commande en ligne, si vous avez des utilisateurs dans la salle ou des gens de l'entreprise, ils vont pouvoir exprimer les points de douleur de façon beaucoup plus imagée, puisqu'on est sur des métaphores, et ils vont se mettre plus facilement à la place de l'utilisateur. Il y aura plus d'empathie envers l'utilisateur, je pense. Voilà. Mais moi, j'adorais le faire tout le temps, mais il faut le sortir quand le problème est vraiment épineux, que les pain points ne sortent pas, ou il faut le sortir si vous avez du budget, si dans votre entreprise, on vous donne du temps, si vous accompagnez une boîte et que vous avez du budget, parce que sinon, voilà. Perso, je l'utilise aussi en kick-off de projet pour déjà autour de la table faire un point avec l'équipe, que ce soit UX ou pas d'ailleurs, projet UX ou pas, c'est toujours intéressant de faire le tour de table et puis d'un peu voir qui fait quoi, comment on va travailler le projet, comment on imagine le projet, comment on se projette avec les compétences que chacun a pour construire un projet ensemble. Ça peut être intéressant. Je vois des questions aussi sur les kits. Là, effectivement, c'est que des kits qui s'achètent en ligne. Et j'ai mis le lien, Sébastien. Ouais, Je c'est viens toi de qui as mettre mis le Ah oui, lien c'est toi qui as mis directement voilà. sur le site Lego. Oui, Donc, exact. après, pareil, les kits peuvent limiter un moment dans le temps parce que faire des constructions, quand on commence à avoir beaucoup de briques sur la table, avec seulement un exploration bag qui est le kit de base, qui est un kit qui tient dans un petit sachet comme ça, on est vite limité. Et les utilisateurs peuvent être un petit peu frustrés aussi dans l'utilisation des briques et de se dire voilà, j'ai envie de représenter telle chose, mais voilà, ça peut peut-être au bout d'un moment peut-être couper l'imagination ou un peu la ralentir. Donc, il y a des kits plus larges et voilà, toujours pareil, ça a un coût. Se lancer dans le Lego Serious Play, il faut avoir un compte bancaire qui suit. Il y a aussi, c'est aussi une chose à laquelle il faut penser. Alors, une question aussi qui émerge souvent, et vous l'avez reprise aussi dans la conversation, c'est pourquoi pas reprendre l'équipe de ses enfants et aller faire un atelier avec ça. Alors, pour faire du team building ou des activités icebreaker, pourquoi pas? Or, les Lego Serious Play, c'est des kits qui ont été conçus et qui ont été calibrés en fonction du nombre de personnes de l'atelier, donc un nombre optimal par groupe de 12 personnes. En général, on ne va pas au-delà dans un atelier Lego Serious Play par facilitateur. Et aussi, souvenez-vous, en fait, du fait de faciliter la divergence et la convergence, les briques qui sont dans les kits Lego Serious Play, ce sont un mélange, on va dire, stratégique des briques techniques, donc les Lego techniques, parce qu'il y en a qui sont plutôt avancées dans la manipulation des briques des bases, des briques de construction toutes simples parce que ça ouvre la créativité, et aussi des briques un peu plus figuratives, donc on aura des figurines, des animaux, des plantes qui servent d'appui pour ceux qui ont un peu plus de mal à libérer leur potentiel créatif. Donc, ce n'est pas juste les kits de ces enfants. Donc, si vous y allez avec un kit Star Wars, certains seront bloqués, ne serait-ce que par les choix des couleurs. Donc, ne sous-estimez pas l'importance d'avoir des kits Lego Serious Play dédiés. Peut-être une dernière question. J'ai vu, là, il y avait Laurence qui demandait s'il y a des préjugés, négatifs, positifs ou négatifs, pour casser aussi cette
ces schémas mentaux qu'on peut avoir autour du Lego. Non, mais oui, en fait, il y a beaucoup de préjugés. Moi, je me rappelle un de mes premiers ateliers où un des participants rentre dans la salle et voit toutes ces briques Lego et il a explosé en disant ah, mais qu'est-ce que c'est que ça maintenant des Lego et puis demain, ça sera des Playmobil. Hein. Et en fait, c'était assez intéressant de voir que cette personne-là avait une perception en fait du jeu en entreprise très, très éloigné de ce qu'on nous on peut imaginer. Et ça a été la personne qui a construit les plus belles métaphores de l'atelier. Donc finalement, il a exprimé une appréhension et il s'est vraiment pris au jeu. Et donc voilà, c'est accueillir en fait la surprise des gens quand ils voient quand ils voient les briques. La surprise des participants et puis les accompagner à apprivoiser. C'est pour ça qu'il y a les skills building qui sont extrêmement importantes et le rôle du facilitateur dans ces skills building pour expliquer la méthode, expliquer comment on s'en sert, expliquer pourquoi on utilise cette méthode-là dans le cadre de cet atelier-là et pas des post-it est essentiel. Oui, et ça, attendez-vous à avoir au moins une personne qui n'a pas envie de construire. Alors ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté. Alors, mine de rien, même pour un atelier post-it, des fois, il y en a, ils ne sont pas envie d'être là. Hein. Mais mine de rien, moi, j'ai jamais eu les cas, même des personnes qui m'ont accueilli en me disant mais ça, c'est des trucs des maternelles ou c'est pour ma fille, c'est pas pour moi. J'ai jamais eu de personnes qui ont quitté la salle avant de commencer à travailler les Lego. Pourquoi? Parce que comme pour tout jeu ou expérience ludique, il y a le facteur curiosité qui fait que les gens ont envie de rester pour voir comment ça se passe. Et mine de rien, souvent, c'est une question de rassurer la personne une fois qu'elle a vu qu'est-ce qui est attendu, comment font les autres. Après, elle s'élance. J'ai eu des personnes qui ont posé juste une brique, mais mine de rien, ils ont quand même posé une brique. Et après, comme disait Sandrine, souvent, c'est ceux qui se débriquent totalement et qui vont faire les plus belles métaphores. Donc, confiance à le processus. Il y a Jean-Christophe qui me demande, alors du coup, pourquoi on utilise plutôt des exploration bags à des moments ou des starter kits, ou même pour démarrer, lequel il faudrait prendre d'après vous? Alors, je peux répondre, c'est un peu technique pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Donc, en gros, un bac d'exploration, c'est 52 pièces. Et un exploration kit, il y a beaucoup plus de pièces et de variétés. Ça peut être intimidant d'avoir trop de briques au départ. Et c'est bien de démarrer avec peu de briques, en fait. Donc, en général, tous les gens que je connais, que je côtoie, et même mes ateliers, je fais avec un kit simple, un kit prévu à cet effet, mais un kit avec peu de pièces. Il n'y a qu'en formation où on a commencé par un kit plus gros qui s'appelle le starter kit. Voilà. Le starter kit, quand même une boîte beaucoup plus grosse, et l'exploration bag. Donc déjà, pensez à la logistique d'installation et toutes ces choses-là. Si vous avez 10 personnes, il faut 10 boîtes comme ça ou 10 sachets. Donc déjà, il peut y avoir aussi ça. Le temps à y consacrer. Avec ça, on va aller plus loin. Avec ça, on peut tenir un peu plus et aller plus en profondeur aussi. Il y a toute une tas de réflexions à avoir. Et c'est vrai que bon, quand on se lance dans Lego Serious Play, je pense qu'il faut avoir au moins un peu des deux. C'est vrai qu'après, il y a des gros packs énormes qui coûtent 800 €, là, les paysages et les landscapes avec énormément de kits d'animaux, de personnages, etc. Mais je pense que des kits, les deux kits de base, voilà, plus des figurines, parce que les figurines, il y a toujours un petit peu, on arrive toujours en manque de figurines aussi, c'est le petit truc que j'ai repéré. Mais voilà, quoi, ça paraît la base. Après, faut faire attention parce que les exploration bags s'achètent par 100, il vaut mieux les acheter. Alors, soit s'il y en a qui veulent partager le lien ou les trouver à l'unité, mais sinon, il faut les acheter à plusieurs. Et aussi, on commence petit parce qu'au démarrage, si on donne trop des choix dans les briques, la brique prend le dessus par rapport au processus. Alors que dans les skill building, ce qui est important, c'est rassurer sur la construction, c'est rassurer sur la capacité à construire en métaphore et à la mettre en storytelling. La brique, elle viendra après la richesse. Mais au démarrage, c'est un peu comme la syndrome du trop des choix. Quand vous rentrez dans un magasin de bonbons et vous ne savez pas quoi choisir, c'est un peu la même logique. Donc, idéalement, on contraint pour libérer davantage au démarrage. Après, une fois qu'on est à l'aise, on peut aller vers plus de briques et plus de choix. Avec peu de briques, on peut faire énormément de choses de toute façon. Oui.
Bon, On peut peut-être arrêter là avec on les… avance il est Ouais. 19h29. Je vois qu'il y a quand même des participants qui commencent à nous quitter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer les commentaires et prendre les questions. Et puis, comme ça, on pourra apporter des réponses off via le Meetup en faisant répondre à tous les participants qui étaient présents. Si ça va à tout le monde, hein, comme ça on vous libère à 19h30. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, eh bien vous avez nos coordonnées qui s'affichent. On est joignable également via les réseaux sociaux, LinkedIn, via le Meetup de la communauté. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis on va profiter pour mettre en ligne le webinaire, comme ça vous pourrez retrouver les échanges que l'on a eus ensemble. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir été présents parmi nous. Ceux qui veulent sur les réseaux sociaux partager leur construction, faites-le. On sera super contents. On va poster un message sur LinkedIn. Et un grand merci à Benjamin, à Nadia en premier, à Benjamin en deuxième, à Sébastien également pour l'animation. Et merci à tous les participants qui étaient présents, sans qui ce meet-up n'aurait plus pu exister. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. On l'espère en présentiel, hein, soit à Paris, soit en région, pour vous faire découvrir la méthode des points. Il y a Franck qui monte sa construction, excellent. Oui. Plus proche de la caméra, Franck. Alors, je propose qu'on pose tous notre construction pour faire en photo. Oui, Ouais. Ah, merci Nadia. Rapidement, c'est la sortie du confinement. Une vision sur un monde plus environnemental. Montrez-nous tous votre construction. Ah oui, oui, oui. Ah, Et alors, qui prend la photo? J'ai pris. Sébastien, tu peux Super. couper le partage d'écran tu pour prends faire la la photo de mosaïque? Alors, Benjamin, ça a coupé. Tu peux pas couper le partage d'écran, on aura la mosaïque de Ah tout oui, le monde. et oui, et oui. Ah oui. Hop. Arrêtez le partage. Bingo. Ah, super. Merci Bon. Sébastien. Allez, 1, 2, 3. Merci. Top. Super. Merci à Bravo tous. à tous, merci. Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à vous. Bye bye. Bye.